Ça a été compliqué à gérer pour mes parents, ils se sont serrés la ceinture. Mais heureusement que mon frère était là aussi. Il a été une pièce maîtresse et une pierre à l'édifice pour la construction de ma carrière. Je vais tomber contre un champion du monde. Moi, je ne suis pas encore champion du monde, donc je ne peux pas le battre. J'aimerais bien écrire l'histoire de mon sport, comme l'ont fait mes aînés. C'était un doux rêve. Bonjour à toutes et bonjour à tous, retour sur la carrière s'arrête aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au Vélodrome national pour aller rencontrer quelqu'un qui a tout simplement marqué l'histoire de son sport, le cyclisme sur piste. Il a été multiples fois champion du monde de keirin, de kilomètres et de vitesse individuelle. Il s'appelle François Pervis, il est actuellement en train de s'entraîner, on va le rejoindre juste après. Bonjour François Pervis. Bonjour. Nous sommes ici à Saint-Quentin en Yvelines, au Vélodrome, le même endroit où en 2015 vous avez remporté plusieurs titres lors des championnats du monde. Un endroit également où vous vous entraînez, on imagine que c'est un lieu particulier pour vous. Très particulier puisque justement, comme vous l'avez dit, j'ai gagné 2 titres de champion du monde en 2015. À domicile, c'est toujours beaucoup plus impressionnant que quand on est à l'extérieur. Devant ma famille, mes amis, mon fan club, tous les gens qui me soutiennent tout au long de l'année, devant mon pays. On peut dire que c'est comme... limite, j'allais dire ma deuxième maison, mais plutôt ma première maison, puisque je passe mon temps ici quasiment H24. J'ai calculé, donc on est à 7 titres de champion du monde, 3 médailles d'argent, 8 médailles de bronze. Il y a aussi une médaille de bronze olympique et des records du monde également. On ne va pas forcément compter les championnats de France non plus, François Pervis. Ça vous fait quoi justement de connaître tous ces titres, tous ces chiffres finalement? Ça donne le vertige. Oui, mais je suis jamais rassasié. Je suis sprinter, je m'entraîne pour gagner des médailles, gagner des titres, battre des records, que ce soit des records chronométriques ou des records d'accumulation des médailles. C'est fou quand même. Ça me botte, c'est ça qui m'anime tous les jours. C'est à chaque fois, on me demande, mais tu as quasiment tout gagné, comment tu fais quand tu te lèves le matin pour être motivé? Je dis, je me lance de nouveaux défis et tout simplement, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais. Je sais que j'ai une chance unique d'avoir les qualités physiques que j'ai, mais c'est aussi beaucoup de travail derrière, il ne faut pas se le cacher. Mais voilà, je suis sportif de haut niveau, je fais 2 fois le tour du monde tous les ans, j'arrive à gagner ma vie grâce à mes partenaires. J'ai pas à me plaindre, j'ai comme une vie très atypique et qui n'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, je m'en plains pas. Le François Pervis petit aurait imaginé ce destin? Non, absolument pas. Tu rêves plutôt du Tour de France, si tu aimes le cyclisme. Vraiment, quand j'étais enfant ou adolescent, je pensais pas à tout ça. Je pensais pas à tout ça, tu vis plutôt au jour le jour. Oui, tu as des rêves, tu as des idoles, mais pas rêver à ce point-là de gagner tout ça. Il y a eu une photo que vous avez mise sur Facebook à Noël, justement. On vous voit sur un vélo, vous étiez tout petit. C'est à la fois mignon cette photo, puis ça nous fait dire aussi que finalement vous avez commencé très très tôt. C'est ma petite anecdote que j'aime bien raconter. C'est mes parents étaient avec des revenus très modestes, une mère ouvrière à l'usine et un père qui a déposé le bilan à la ferme, donc des conditions très critiques. Et mon père m'a dit, tu n'auras jamais de PlayStation, tu n'auras jamais de scooter, on ne partira jamais en vacances parce qu'il y a les vaches et c'est un travail au quotidien. Mais par contre, tu auras toujours un vélo à ta taille. Un vélo d'occasion, certes, mais j'ai toujours eu un vélo à ma taille. Tout simplement parce que mon père adorait le sport en général. Il a fait un petit peu de vélo dans sa jeunesse, mais il n'a pas été bon du tout. Il en a fait juste 4 ans, entre 16 et 20 ans, puisque je ne partais pas en vacances. Je passais mes étés devant le Tour de France. Voilà, c'est quelque chose qu'il appréciait et donc il m'a fait partager un peu sa passion pour le sport en général et plus particulièrement pour le vélo. Et vos premiers souvenirs justement sur un vélo, c'est quoi? Mon premier souvenir, je crois que c'est la première fois où j'ai enlevé les roulettes. Donc je crois m'en rappeler, 3-4 ans peut-être. Ouais, c'était tôt. J'adorais l'école, mais moi, on était à l'école du matin au soir. Donc pour moi, quand je rentrais chez moi, il n'y avait plus d'école, c'était fini. Il n'y avait pas de leçons à faire. Donc je prenais mon cartable, je le jetais dans le garage, je prenais mon vélo et puis j'allais me balader dans mon petit village. J'allais crapahuter un peu partout. Et c'était en quelque sorte mon seul jeu que j'avais. Donc j'optimisais à fond. Ensuite, parce que faire du vélo finalement, beaucoup en font, tranquillement pour aller à l'école, pour aller au travail, mais de faire des compétitions, ça arrive à quel âge?
Alors ma première licence de cyclisme, c'était à 12 ans. Mon père m'a dit, si tu as de bonnes notes à l'école, je te paye ta licence. Moi, c'était du pipeau parce que même sans bonnes notes, il allait quand même me payer une licence. Mais voilà, j'ai commencé pas trop tôt, à 12 ans. J'étais en Benjamin 2. Ça a tout de suite marché puisque j'étais un peu plus mûr physiquement. J'avais grandi très vite à l'adolescence. Donc quand tu gagnes ta première course, tu te dis, voilà, c'est facile, tu prends du plaisir parce que tu gagnes. Je m'entraînais très très peu, voire pas du tout à cette époque-là, à cet âge-là. Hein. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement un peu plus tard. Mais ça a toujours bien fonctionné. J'ai touché un peu à toutes les disciplines du cyclisme, sauf le BMX, parce que là c'était très technique et on avait peur que je me casse sur chute. Donc j'ai vraiment touché à tout. J'ai vraiment fait tous les championnats de France, route, VTT, piste, cyclocross. Justement, la piste, c'est arrivé vraiment à quel moment dans votre vie? Alors j'ai commencé la piste en minima, donc c'était en 97. Mais ensuite, j'en ai fait vraiment le choix unique en septembre 2001, puisque là, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe de France, notamment à l'INSEP à l'époque. Ici, c'était pas créé. Donc l'INSEP en 2001, et j'ai décidé de m'employer à 100% et faire que de la piste et être pistard. Le choix était très dur, puisque je voulais absolument être routier, faire le Tour des Flandres. J'aurais adoré être flandrien. Pourquoi le cyclisme sur piste? Qu'est-ce que ça vous procure finalement comme émotion de venir ici? Ah, c'est des grosses sensations. On fait des sprints à 70-75 km/h. Moi, mes records du monde, j'ai fait une pointe à 80 km/h. Après, des fois, quand on fait des sprints derrière moto, on peut monter facile à 85, voire 90 si on veut, hein, suivant le braquet qu'on met sur notre vélo. Donc, il y a des grosses sensations, des grosses poussées d'adrénaline. Et puis, c'est surtout aussi quand tu domines ton adversaire en compétition, c'est vraiment jouissif. Ça, c'est un sentiment qui est très grisant. Quand tu appuies sur les pédales et que ça rend tout de suite et que tu n'as pas mal aux pattes, parce que des fois, tu es dans un état de grâce, tu ne sais pas pourquoi, comme ça aujourd'hui, tu te sens super bien. Donc c'est hyper grisant, hyper jouissif. Toutes ces sensations-là qui font que je prends toujours du plaisir aujourd'hui à chaque fois que je vais sur une piste. Ouais, c'est les mêmes sensations que vous avez eues déjà il y a 20 ans, plus de 20, enfin à peu près 20 ans. Non, parce qu'il y a 20 ans, j'étais encore adolescent, j'ai 35 ans, donc il y a 20 ans, j'étais pas encore assez fort pour être percutant comme ça sur un vélo. J'ai eu besoin de force, de beaucoup d'entraînement pour ressentir ces sensations-là. Vous avez parlé de l'INSEP, vous avez parlé également de vos parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent justement à l'INSEP pour pouvoir progresser. C'est votre frère qui vous a beaucoup aidé. Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, effectivement, à l'époque, j'avais enfin accepté de rentrer à l'INSEP parce que le choix était très dur. Parce que je savais qu'en rentrant à l'INSEP, j'allais totalement laisser passer le cyclisme sur route, j'allais le laisser de côté. Et par contre, on ne m'a pas dit que ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, mes parents, ils ne pouvaient absolument pas. Et c'est mon frère qui a payé mes 2 premières années d'études à l'INSEP, parce que c'est un sport-études. Donc ça a été compliqué à gérer pour mes parents, ils se sont serrés la ceinture. Mais heureusement que mon frère était là aussi. Il a été une pièce maîtresse et une pierre à l'édifice pour la construction de ma carrière. Votre famille, justement, j'imagine que ça compte beaucoup pour vous, quoi. Je pense que la famille, ça compte beaucoup pour tout le monde en règle générale. Mais c'est eux finalement qui vous ont fait venir aussi ici, au vélo. Oui. Déjà, mon père qui tous les week-ends, quand j'étais petit, m'emmenait sur les compétitions. J'habite en Mayenne, donc des fois on allait jusqu'en Vendée. Ça représente des heures de route, ça représente de l'essence, des payages. Quand tu as déposé le bilan à la ferme, tu joins les bouts avec des bouts de ficelle. C'est pas évident de payer un vélo, de payer des chaussures. Le vélo, c'est un sport quand même qui coûte cher, de payer des déplacements. Donc sans eux, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. On l'a dit, l'INSEP donc au début des années 2000 et puis après vous progressez au fur et à mesure. Il y a un déclic qui se passe dans votre carrière. On est en 2010, donc il y a 10 ans maintenant. C'est un premier stage que vous effectuez au Japon.
Oui, c'est vrai, le Japon, j'y suis allé 6 fois, à raison de 3, 4, 5 mois tous les ans. Ça m'a vraiment été bénéfique puisque c'est là-bas, j'y suis allé vraiment sans entraîneur, puisque c'était compliqué avec le décalage horaire. Là-bas, je suis obligé de m'adapter à beaucoup de critères, l'occupation des pistes, elle est occupée par les étudiants qui apprennent à devenir des coureurs de keirin. Là-bas, il y a une école, on passe par une école. Donc j'avais le droit de rouler sur des pistes, mais en dehors des créneaux des étudiants qui venaient rouler. La salle de musculation, pareil. Et puis, c'est que des pistes découvertes. Donc, au Japon, la saison de l'émousson, pendant un mois, il pleut tous les jours, jour et nuit. Donc, il fallait que je me débrouille aussi. Donc, tout ça a fait que j'ai été obligé de m'adapter tout seul. Ça a souvent été le système D. Et c'est là où j'ai beaucoup appris sur moi-même, puisque je n'avais pas de référent à qui poser les questions. Si j'avais une interrogation sur mon entraînement, comment je peux faire? Est-ce que je dois faire plutôt ci ou plutôt ça? Finalement, je me l'ai posé à moi-même. J'ai fait quelques erreurs en 2010, mais j'ai beaucoup appris et c'est comme ça que quand j'y suis retourné en 2012, là, j'ai vraiment aussi progressé sur moi, sur ce que j'avais besoin de faire et sur mes besoins pour performer. Et le Japon, ça a été vraiment pour moi un moment très important dans ma carrière parce on va dire qu'il a changé ma vie. Parce qu'il s'est passé là aussi quelque chose. Vous avez rencontré quelqu'un, un Japonais, qui a vécu Fukushima et vous avez parlé avec lui. Oui, alors c'était un coureur que je connaissais un petit peu avant puisqu'il venait de temps en temps faire des courses internationales. Donc on se connaissait de vue. Et puis en 2010, là où je m'entraînais au quotidien, bon, je ne le voyais pas parce que lui, il habitait Fukushima. Et puis en 2012, quand je vais me rendre à mon entraînement, je le vois là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là t'es en stage? Non, maintenant j'habite là. Bah pourquoi? T'as déménagé? T'habitais où avant? Ah bah j'habitais Fukushima. Et c'est là où il m'a expliqué que c'était très compliqué pour lui. Il a laissé en plan sa maison, il est parti comme ça rapidement. Et il m'a dit, écoute François, alors je lui ai demandé, ça va, t'arrives à tenir parce que c'est compliqué quoi. Hein. Il me dit, écoute François, j'ai 30 ans, j'ai pas été irradié, j'ai pas eu de problème de santé, ma famille va bien. J'ai juste perdu que des biens matériels. Je suis en bonne santé, ma famille va bien, j'ai le droit à une deuxième chance. Et en plus de ça, j'arrive à gagner ma vie grâce à ma passion, qui était le keirin là-bas. J'ai pas à me plaindre. Alors là, pour moi, c'était une grosse claque, puisque moi en 2012, c'était juste après les Jeux Olympiques de 2012. C'était entre septembre et décembre 2012. Et moi, je n'étais pas encore champion du monde. Et je me suis rendu compte que finalement, depuis 2006, j'étais toujours deuxième ou troisième au championnat du monde et je me trouvais toujours une excuse. Oui, mais il y a eu ça, mais oui, parce que lui était plus fort, oui, mais bon, il y avait toujours un oui, mais. Aux Jeux Olympiques en 2012, normalement, j'aurais dû être sélectionné puisque j'ai été celui qui a rempli le mieux les critères de sélection pour l'épreuve du keirin et ils ont préféré prendre quelqu'un en qui ils avaient plus confiance. Donc moi on m'a dit on n'a pas assez confiance en toi et il te manque le petit truc pour gagner. Donc en septembre 2012 je pars au Japon, je ressasse ça dans ma tête, je vois mon ami qui me dit ça et je me dis faut que j'arrête de me plaindre, c'est pas possible. J'ai une vie de rêve aussi, comme il dit, j'ai pas de problème, j'arrive à vivre de mon sport. C'est psychologique finalement. Ah oui, c'était un gros choc psychologique. Je me suis fait violence en fait. Et c'est aussi à l'époque, le DTN m'avait dit on ne te fait pas assez confiance. C'est bien, tous les ans tu gagnes des médailles au championnat du monde, mais on ne te fait pas assez confiance. Il te manque ce petit truc-là. Et ça m'a tellement été un crève-cœur de ne pas avoir été pris aux Jeux Olympiques de 2012. J'ai vraiment été blessé, très blessé. Et j'ai tout remis en cause. Mais absolument tout, même mon entraînement, même ma façon de m'échauffer. Et j'ai arrêté de me prendre la tête. Et puis finalement, j'ai pensé à mon pote. Et puis on était déjà en 2012. Je suis arrivé en 2001 en équipe de France. Et au bout de 10-12 ans, tu t'entraînes tous les jours pareil, toute l'année. Tu n'as que 3 semaines de vacances dans l'année. Et puis finalement, tu oublies le pourquoi tu es là. Tu oublies pourquoi tu t'entraînes. Tu oublies pourquoi tu fais ça aujourd'hui et pas autre chose. Et puis tu deviens un robot. Tu deviens un robot, tu vas à l'entraînement, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu reviens chez toi bêtement sans te poser de questions. Et puis voilà, les jours, les mois, les années s'enchaînent. Et puis, tu n'as pas ce petit grain qui fait que tu progresses. J'ai tout remis en question. C'était un mix, il n'y a pas que mon ami au Japon qui m'a fait percuter tout ça. C'était un tout. Et finalement, je suis revenu en janvier 2013 où, avec un tout autre état d'esprit. J'ai pris confiance en moi, j'ai arrêté de me faire peur, parce qu'avant je me faisais peur. Je me disais, je vais tomber contre un champion du monde,
moi je ne suis pas encore champion du monde, ou je ne suis pas champion du monde, donc je ne peux pas le battre. C'est dans ce cas-là, finalement, autant pas faire de vélo, puis tu rentres chez toi, parce que si tu peux pas battre un champion du monde, ou que tu te mets tout de suite des barrières, ça sert à rien que tu t'entraînes comme ça, comme tu fais, comme un malade, si c'est pour pas essayer, pas avoir confiance en toi, et voilà. Donc je me mettais des grosses barrières, et en fait, j'ai réussi à faire sauter ces barrières-là, et comme j'ai dit, en janvier 2013, je suis revenu vraiment avec un autre état d'esprit, et beaucoup plus serein, j'ai réintégré la notion de plaisir à l'entraînement. Dans tout ce que je faisais, j'ai arrêté de me faire peur sur l'importance qu'était un championnat du monde. Et c'est comme ça que j'ai été champion du monde la première fois en février 2013. Et après, ça s'est enchaîné de folie avec mes 2 records du monde fin 2013, un triplé historique en février 2014, encore un doublé ici en février 2015. Là, c'est un rêve finalement. Ah les oui, années passent et... Là, oui, après, je suis libéré. En fait, déjà, mon premier titre de champion du monde, j'avais 28 ans, donc ça commençait à être un petit peu sur le tard. Toujours 2e ou 3e, 6 années de suite au championnat du monde. On commençait à m'appeler le Poulidor. Je dis, mais je vais jamais arriver. Je dis, j'en veux qu'un, au moins un titre, pour vivre ça au moins une fois dans ma vie de sportif de haut niveau. Je m'entraînais comme un malade. J'ai fait des sacrifices de fou, quoi, à mettre tout de côté, toute ma vie perso de côté, juste pour vivre ça au moins une fois dans ma vie. Et quand vous l'avez vécu justement, ce premier titre, il se passe quoi dans votre tête? C'était une libération, c'était enfin le boulet que je commençais à traîner depuis pas mal de temps. Ça s'est détaché de moi et je me suis dit, ça y est, je vais avoir mon liseré comme ici, je vais avoir mon titre de champion du monde, je vais goûter à ce maillot-là tous les jours pendant un an, parce que quand tu es champion du monde, tu peux porter tous les jours ce maillot-là à l'entraînement ou dans les compétitions internationales sur cette épreuve-là. C'est enfin le résultat de 12 années, j'ai été champion du monde au bout de 12 années d'entraînement et de sacrifice. Donc ça a été long, parce qu'il y en a, ils sont champions du monde déjà au bout de 2 ans, ils ont des qualités de fou, à 20 ans, ils explosent déjà. Moi, c'était beaucoup plus sur le tard. On la savoure un peu plus, cette victoire à ce moment-là. Oui, parce que j'ai eu très peur de finir ma carrière sans titre de champion du monde. Et puis après, j'ai pris confiance, et finalement, c'est vraiment physiquement, je pense que j'avais le physique, mais c'était dans la tête où, comme je vous l'ai dit, je me mettais trop de barrières, je me bridais à fond, j'avais pas assez confiance en moi. Et ce premier titre a déclenché chez moi un électrochoc. Ma remise en question au Japon dans la période fin 2012, là, ça a été tout ça. Ça a fait ensuite l'effet boule de neige. Et quand ça s'arrête justement, parce que malheureusement ça s'est arrêté, vous avez connu quelques soucis, notamment extrasportifs. Quand ça s'arrête, comment on réagit dès qu'on fait un championnat du monde et qu'on ne gagne pas de titre? Ça, c'était compliqué, parce qu'en fait, entre 2013 et 2017, j'ai habitué les gens à ce que je sois champion du monde au moins une fois dans l'année, puisque même en 2014, j'y étais 3 fois, j'ai fait un triplé historique. Donc la première année où j'ai pas été champion du monde, en 2018, je fais 3e. On me dit, ah ça y est, François, il est fini, il est trop vieux, faut qu'il arrête. C'est un peu dur quand même. Parce que tu ne peux pas passer de champion du monde en 2017 à 2018 au ras des pâquerettes. Si tu es champion du monde en 2017, tu en es encore sous la pédale. Donc il faut simplement l'accepter, il faut continuer de suivre le cap, de continuer à prendre du plaisir, à rester motivé et déterminé pour les entraînements au quotidien. C'est vraiment un travail de fourmi, c'est vraiment au quotidien sur le long terme que ça se gagne. Donc après je me dis c'est le sport. Je me dis, même si je devais arrêter aujourd'hui, j'ai eu une carrière, et j'ai une carrière parce que j'ai pas arrêté, j'ai une carrière vraiment atypique. Passer de l'éternel second au gars qui gagne tout ce que j'ai gagné en seulement 4-5 ans, j'ai vécu des émotions indescriptibles. En plus de ça, en fait, moi quand j'ai commencé mon sport, je me suis dit, j'aimerais bien écrire l'histoire de mon sport, comme l'ont fait mes aînés, Tournant, Rousseau, Gannet, Morellon. Donc c'était un doux rêve. Et puis finalement, je pense que je pense que je l'ai fait, puisque j'ai même réussi à faire un peu mieux. Alors j'aime pas dire ça parce qu'il y a la grosse tête et il parle de lui, mais en même temps, je suis fier de ce que j'ai fait forcément. Ça a été fait dans la difficulté. J'ai jamais rien lâché. C'était mon maître mot, ne jamais rien lâcher. Je suis jusqu'en boutiste. Je vais jusqu'au bout des choses, vraiment, vraiment, vraiment. S'il y a un regret quand même, c'est les Jeux Olympiques. J'ai quand même une médaille qui a été difficile à aller chercher, puisqu'en 2016, on marchait pas physiquement, on n'a pas été bien préparé, on nous a pas écoutés, nous les coureurs, et puis ça nous a coûté certainement quelques médailles aux Jeux. Je me dis quand même que j'ai quand même goûté à une médaille aux Jeux Olympiques, même si c'est une de bronze. Je peux vous dire que dans les conditions qu'elle a été gagnée, pour nous, ça vaut de l'or. Mais après, c'est sûr que c'est toujours un regret quand tu domines ton sport pendant 4 ans
Et puis entre deux Olympiades, et puis le jour des Jeux Olympiques, tu ne marches pas comme il faudrait, ou pas comme d'habitude, pas comme les 4 années que tu viens de faire. Ça, c'est regrettable. Mais après, je me dis que voilà, il n'y a pas forcément de logique dans le sport, et puis voilà, ça reste du sport. Il peut tout et rien se passer, et il faut l'accepter. Et c'est vraiment compliqué de pouvoir gérer tous les détails sportifs, extrasportifs et tous les à côté, et que tout s'emboîte hyper bien pendant des semaines, des mois et des années pour qu'au bout du compte, tu as un sprint de 10 secondes à faire et il faut que tu sois le meilleur du monde ce jour-là. Donc c'est extrêmement compliqué, et il y a des aléas qui font que des fois, tu as un grain de sable dans la machine qui enraye tout ça. Mais il faut savoir s'adapter et faire avec. Les Jeux Olympiques, c'est cette année. À Tokyo, dans votre pays, finalement votre deuxième pays. Malheureusement, vous n'y serez pas par rapport à d'autres soucis extrasportifs justement. Dès que vous avez appris cette non-sélection, quelle a été votre réaction justement par rapport à ça? Bon, déjà, je l'ai appris dans la presse, donc ça fait pas plaisir. Je l'ai vu venir parce que les choses extrasportives, comme vous dites, ça tournait autour de ça. Donc malheureusement, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est malheureux, c'est regrettable, parce que vu comment ça s'est passé, pour moi c'est inacceptable. C'est inacceptable, et c'est un gros manque de respect. Parce que c'était vos Jeux Olympiques finalement, je précise. Non, alors dans le cœur, oui, mais après, on emmène aux Jeux Olympiques que les plus performants. Après, on m'a mis des bâtons dans les roues. Parce que j'ai dit des choses qui n'ont pas plu, mais c'était à la fois pour mon bien, pour que je puisse continuer à performer, et pour le bien de l'équipe de France. Mais certaines personnes ne le voient pas du tout comme ça, et donc ils ont pris des décisions qui m'ont été nuisibles, à moi personnellement et à moi sportivement. Donc aujourd'hui, voilà, j'en suis là, et bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai encore des objectifs. C'est quoi justement? C'est quoi vos objectifs en 2020? Là, j'ai encore la possibilité de faire les championnats du monde sur le kilomètre. Et donc j'ai un test de sélection prochainement. Donc j'ai des minima à faire qui sont très très bas. C'est les championnats du monde. Les championnats du monde, oui. Et puis on m'a appelé cette semaine pour tout vous dire. J'ai une proposition. Pour, je ne vais pas dire les Jeux Olympiques, mais presque. Je vous donne des petits indices. Alors, ce n'est pas les Jeux Olympiques, mais à un mot près, c'est presque ça. Je suis en train d'étudier la proposition et voir si c'est faisable, parce que c'est quelque chose aussi qui me botterait bien. Et ce serait une belle aventure humaine, je pense. Et finir là-dessus, ce serait une belle chose. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien de terminé. Je m'entraîne au quotidien comme toujours. Je mets toujours les petits pas dans les grands. Je ne lâche pas la pression, et j'essaye toujours d'être performant. Vous avez dit dans la presse qu'une fois la fin de votre carrière sur piste, vous allez reprendre un peu de cyclocross? Oui, le cyclocross, j'adore le cyclocross. Et j'ai fait les championnats régionaux en décembre 2018 dans mon petit village de 1000 habitants à Villers-Charlemagne en Mayenne. Et c'était... Voilà, j'ai regoûté à ça, et c'est l'une de mes premières passions, puisque j'ai fait, avant de faire que de la piste, je faisais toutes les saisons de cyclocross, de Benjamin à Junior, je faisais tout. J'adore ça, vraiment, j'adore ça, être dans les sous-bois, dans la boue, les trajectoires, ça me manque trop. Comme j'ai dit, une fois que j'aurai fini de rouler sur le bois, en parlant de la piste, je retournerai rouler dans les sous-bois, en parlant de cyclocross. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci François Pervis. Avec plaisir. Plein de bonnes choses. Oui. Et à bientôt avec plaisir. Merci. À bientôt.